Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Émilie Henrich, une régisseuse accomplie avec une vaste expérience dans le monde du spectacle vivant. Sa passion commence dès son plus jeune âge, nourrie par des concerts et des spectacles. Elle obtient le brevet de technicien des métiers de la musique après 3 années d'études enrichissantes. Durant ses formations, elle acquiert une expérience précieuse en événementiel et pas que. Elle occupe des postes variés et évolue dans différents domaines du spectacle vivant, technicienne lumière, régisseuse d'orchestre, régisseuse générale et régisseuse accueil artiste. Elle est un véritable couteau suisse du spectacle vivant. Intermittente du spectacle depuis près de 6 ans, actuellement elle se concentre principalement sur la lumière, tout en gardant des liens forts avec la Philharmonie de Paris, l'Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Élysées et la Maison Daniel Ferry à Nanterre. Émilie est une régisseuse passionnée, polyvalente et expérimentée qui apporte son expertise et son enthousiasme à chaque projet qu'elle entreprend. À mon tour, de la mettre en lumière et de partager au travers de cet épisode son métier, si important pour nous danseurs et artistes du spectacle vivant. Salut Émilie! Salut Maïwenn! Comment tu vas? Bien et toi? Très très bien, très contente de t'avoir à mes côtés pour cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de comment tu es arrivée à ce métier de régisseuse? Alors, mon parcours, ça a commencé quand j'étais toute jeune. Mes parents, ils m'ont emmenée très très souvent à des spectacles, à des concerts. Et comme beaucoup de petites filles, j'ai aussi fait de la danse. Trop bien. Donc, c'est vrai que ce côté artistique, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et en fait, un jour, au lycée, j'ai travaillé sur un festival qui se déroule dans ma région, en Lorraine. Et on nous a permis de rencontrer des gens du spectacle, donc des techniciens, artistes, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, je veux travailler dans ce domaine. Je ne sais pas encore exactement quoi. En technique, la technique m'attirait beaucoup. Je suis partie à la recherche d'une formation. Et c'est là que j'ai découvert la formation brevet de technicien des métiers de la musique. Et donc cette formation, elle m'a permis de découvrir des métiers donc, de régisseur de scène, régisseur orchestre. Et c'est en faisant 1 mois et demi à l'Opéra du Rhin, en tant qu'assistante, régisseur de scène, régisseur général, que je me suis dit, go, c'est ça que je veux faire. Et je suis partie donc à Paris faire une formation de régie G à 3IS, une école dans les Yvelines, qui se fait en 3 ans. Et à la suite de ça, j'ai pris une spécialisation. Donc là-bas, en fait, on nous imposait soit de faire du son, soit de la lumière. Et j'ai choisi de faire la lumière, parce que l'image, etc., ça me plaisait beaucoup. Et maintenant, ça fait 6 ans que je suis intermittente et j'apprends tous les jours. Et justement, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de nos métiers. Je suis tellement d'accord avec toi. Et en parlant d'apprentissage, on a envie d'en savoir un peu plus sur ton métier. Et est-ce que tu peux nous décrire concrètement le rôle de régisseuse? Quelles sont les principales missions et les responsabilités? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un type de régisseur. Il y a des régisseurs plateau, des régisseurs de scène, des régisseurs orchestre, lumière, son, général. En fait, il y a presque autant de régisseurs. Tout ce que tu fais, en fait. Voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Bon, ça va, je me suis quand même limitée, parce que je vais quand même pas tout faire. En ce qui me concerne, je fais 3 types de régie. Voilà, je me suis limitée à 3. C'est vraiment la régie de scène. Donc, si je devais expliquer, ça serait chef d'orchestre technique du spectacle, c'est le garant du bon déroulement du show, c'est un peu le maître du temps. Voilà. Okay. Après, j'ai aussi la régie d'orchestre. Là, c'est gérer les instruments, le placement de l'orchestre. Ça peut être aussi positionner les partitions, préparer les partitions en amont. Et aussi gérer les musiciens. Donc ça peut être les entrées-sorties et aussi parfois donner des tops. Ça peut arriver, voilà, par rapport au spectacle. Et le dernier, c'est la lumière. Et là, c'est par exemple préparer le plan de feu. Donc le plan de feu, c'est comment on va installer les projecteurs. C'est gérer une équipe de techniciens.
enregistrer les états lumineux du spectacle. Ouais. Voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et tout à l'heure, tu parlais de la régie d'orchestre. Et donc, c'est grâce à ton brevet de technicien des métiers de la musique que tu as pu faire cette spécialité. Exactement. En fait, ils nous apprennent beaucoup de choses comment dire, en études, en formation. En études. Enfin, on fait vraiment des choses très variées. On fait du solfège, de la reconnaissance d'instruments, de la transposition musicale. On a des cours de critique musicale, donc on écoute des œuvres et on doit les comparer avec 2 orchestres différents. L'histoire de la musique, enfin, c'est vraiment orienté musique classique et les métiers du classique. Et ça permet souvent de soit partir faire comme moi j'ai fait une école de régie son lumière, ou alors faire musicologie pour devenir prof de musique, régisseur d'orchestre. Donc là, il y a aussi un CFA qui est spécialisé, parce qu'on ne nous apprend pas le métier de régisseur d'orchestre, mais toutes les matières qu'on étudie nous permettent d'aller vers ce métier-là. Et c'est un métier qui aussi se transmet beaucoup sur le terrain. Moi, je sais que ce métier, je le fais parce que j'ai rencontré des personnes et qui me transmettent leur savoir également. Mais c'est clair que c'est un plus d'avoir fait cette formation parce que j'avais les codes de ce milieu. Et au-delà des codes, c'est aussi avoir les connaissances musicales qui sont hyper importantes et indispensables. Et en quoi consiste une journée type pour toi ? Alors, tout dépend évidemment du métier que je fais à ce moment-là. Comme tu en as beaucoup, voilà, vu que j'en ai quelques-uns, beaucoup de cordes à ton arc. C'est ça, exactement. Par exemple, pour un régisseur d'orchestre, c'est arriver sur le lieu. Ensuite, on arrive sur le lieu avec le camion, on décharge le camion avec les instruments, on installe. On s'assure que s'il y a des prises de son ou lumière, on s'assure que tout ce qui a été dealé en amont avec la salle est bien respecté. On fait évidemment les tests. Ensuite, il y a un temps d'attente qui peut être plus ou moins important en fonction de l'horaire du spectacle. Parce que parfois, il y a des concerts. Par exemple, là, en ce moment, je travaille avec l'ONDIF, donc l'Orchestre national d'Île-de-France. Et eux, ils ont une production où c'est Chaplin, ciné-concert. Donc, on a de la vidéo et un orchestre réduit de 35 instrumentistes qui jouent en live. Et l'après-midi, par exemple, on a des scolaires. Donc, on va avoir plusieurs concerts pour que les scolaires puissent participer. Et le soir, à 20h, ça rejoue encore une fois. Donc, parfois, il y a vraiment des longs moments d'attente. Donc, soit dans ces moments-là, si on doit préparer d'autres productions, on peut aussi se mettre d'accord, parler des futurs concerts. Mais ça peut être aussi, malheureusement, attendre que le temps passe. Et en lumière, alors c'est encore différent. Tout dépend aussi si c'est de l'opéra ou un concert. Je vais essayer de parler déjà du concert en premier. En concert, on va faire une implantation lumière souvent la veille, parce que ça prend beaucoup de temps. Oui. Et ça nous permet de tester aussi notre kit lumière, etc. Et souvent, donc c'est sur 2 jours. Le lendemain, on va accueillir la compagnie, alors ça peut être du théâtre, ça peut être de la danse, du concert, et voir les demandes techniques. Soit on accueille quelqu'un et à ce moment-là, on a préparé la console et la personne a déjà son spectacle de prêt et nous, on est là en cas de panne. Et si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de création particulière et on nous demande de créer une lumière un peu sur le live, il peut y avoir des temps de répétition qui sont peut-être très courts, et à ce moment-là, ou pas de répétition, et à ce moment-là, faut faire un peu comme on peut sur le show must go on, voilà. Et après, souvent, une fois que le spectacle est fini, on démonte. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de vraiment donner une journée type, parce que vraiment, en fonction des projets, ça peut être totalement différent. En opéra, ça dure très très longtemps. C'est par exemple plusieurs jours de montage. Ensuite, on va tester le kit. L'éclairagiste va venir, il va nous indiquer ce qu'il veut. Donc on va commencer à tester, etc., à faire les réglages lumière. Ensuite, il y a la partie répétition avec les personnes sur scène. Donc là, on refait encore des réglages. C'est beaucoup plus long. Donc, par exemple, en opéra, un régisseur lumière, c'est un mois de travail. En concert, ça peut être une journée. Par exemple, ça peut être montage le matin. Les différents groupes qui viennent dans l'après-midi faire les balances, nous, on demande une setlist et soit on nous donne des indications, soit on nous en donne pas et on voit. Et après, on fait le concert et on démonte. Enfin, c'est vraiment très, très varié. C'est un peu comme en danse finalement, parce que quand tu as des spectacles,
Tu dois avoir un moment, un mois de répétition. Donc, des fois, tu t'entraînes pendant un mois à créer le spectacle avec le chorégraphe, metteur en scène, etc. Et puis, quand tu dois travailler juste sur de l'événementiel, c'est comme toi, tu vois, on bosse juste en one shot. Ouais. Et quelles sont les qualités pour être une bonne régisseuse, finalement ? Déjà, avoir le sourire, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Parce que ça aide aussi à mieux communiquer avec les différentes personnes d'un spectacle, quoi. Enfin, c'est important. Après, être, j'allais dire, sociable, anticiper. Alors ça, qu'est-ce que je l'ai entendu en formation et c'est tellement vrai. Quelqu'un qui sait anticiper, qui est, je vais dire, proactif, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui réfléchit vraiment aux différentes possibilités, enfin, être toujours prêt. En fait, quelque part, dans ces différents métiers, que ce soit en lumière, en régie de scène, même régie d'orchestre, c'est OK, qu'est-ce qui peut se passer et quelle est la solution à cette problématique, en fait. Et je dirais que plus on est préparé, donc du coup, qu'on anticipe, plus c'est facile de garder son calme et plus c'est facile aussi d'apporter une réponse. Parce que évidemment, il y a des choses qu'on n'aura pas anticipées, mais c'est sûr que plus on va avoir cette démarche en amont, forcément, plus on aura les idées claires aussi. Donc, pour moi, je dirais ça. Et la rigueur aussi. Ça, je trouve que c'est une des qualités très importantes. Tu parlais du stress, justement, mais comment tu gères ton stress et ta pression, comment dire, pas quand elle vient de toi, mais quand elle vient un peu des autres ? C'est compliqué. Parce que, en fait, souvent, le métier de régisseur, c'est un peu d'être... C'est le référent. Souvent... Voilà, peu importe évidemment les postes, le régisseur, c'est un référent, c'est un chef d'équipe, parfois c'est vraiment un gros chef d'équipe parce qu'il peut gérer plusieurs pôles. Dans un régisseur général, il a entre guillemets sous ses ordres le régisseur de son, le régisseur lumière et le régisseur plateau par exemple. Dans tous les cas, il faut avoir des bonnes qualités relationnelles. Il faut avoir des bonnes qualités relationnelles parce qu'on doit faire tampon entre les différents intervenants. Et il faut savoir finalement mettre un peu son ego de côté et aussi, voilà, on est là pour un projet, on est tous dans le même bateau, parce qu'en fait c'est ça, hein, le spectacle pour moi, on est tous dans un même bateau et il faut servir le projet. Et justement, tu parles des personnes qui sont avec toi, donc il y a différents métiers autour de toi. Et quel est le rapport entre ton métier et les autres intervenants du spectacle vivant ? Par exemple, quel est ton rapport avec les artistes, avec les metteurs en scène, avec les autres techniciens ? Comment tu collabores avec eux pour assurer le bon déroulement d'un spectacle, d'un événement ? Alors déjà, en amont, on nous explique le projet, donc on a souvent une présentation de projet, ça peut être par voie orale, par visio, ou de faire des réunions, et on définit tous ensemble les missions, les attentes, et forcément après il faut aussi communiquer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le projet, c'est avoir une bonne communication, de aussi comprendre les impératifs de chacun. Forcément tout le monde va vouloir tirer la couverture vers soi pour dire non mais moi c'est plus important, et etc. Il faut réussir à arbitrer et à rester juste en fait en fonction des différentes demandes, quoi. Et quand tu parles d'arbitrage, tu parles aussi du coup de gérer un peu les imprévus et les situations de crise. Comment tu les gères ? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je dirais en ayant un maximum anticipé les scénarios et les solutions en amont pour garder son calme, mais un maximum. Parce que, pour moi, c'est une des qualités les plus importantes aussi, c'est rester calme. Parce que, en fait, on est un peu comme un phare. Et donc c'est drôle ça pour une régisseuse lumière. C'est ça. Et donc quelque part quand il y a un souci quelconque, c'est vers toi qu'on va venir voir, enfin on va te demander à toi la solution, et donc forcément faut que tu sois capable d'apporter une solution, une réponse quelle qu'elle soit. Et encore une fois il faut, peu importe la décision qui est prise, le plus important c'est de l'assumer jusqu'au bout. Voilà. Et de se dire ok, j'ai pris cette décision là, bonne ou mauvaise, je l'ai prise, et pourquoi je l'ai prise. Voilà. Oui, il faut assumer. Oui. Et tu parles de décision justement, et quel est ton rôle dans la transmission des consignes et la mise en place des directives artistiques ? Alors justement, nous on traduit un peu ce que l'artistique veut, mais en moyens techniques. Alors c'est pas toujours évident parce que forcément on parle pas le même langage. De toute façon, le but c'est que tout se déroule le plus spontanément possible. Donc ça, je pense que ça c'est... Enfin, toi tu es d'accord avec ça. Je suis assez d'accord. Toi c'est pareil dans ton métier. C'est pareil dans mon métier. Donc, et quelque part c'est aussi réussir à faire respecter tout ce qui est prévu
voilà, avec la mise en scène. Donc ça peut être les entrées, les sorties des artistes. Voilà, c'est vraiment, en fait, plus l'artistique sera précis dans sa demande, plus ça sera facile aussi pour nous de pouvoir trouver une réponse technique. Parce que combien de fois on peut me demander ouais, je vais avoir l'impression d'être sous l'eau. D'accord. Mais encore, enfin, tu veux de la vidéoprojection, qu'est-ce que vous voulez exactement, parce que ça peut être très vaste sous l'eau, ça veut tout et rien dire au final. Donc voilà, c'est avoir beaucoup de précision technique. Je suis d'accord avec toi. Et tu parlais de la danse et de mon milieu et un peu du milieu artistique. Et quelles seraient les particularités du travail de régisseuse dans le milieu de la danse ? Quels sont les défis spécifiques à relever lors d'un spectacle de danse ? Moi, je dirais que c'est mettre en valeur et raconter une histoire, alors que souvent, on n'a pas de décor, il n'y a pas la parole, et c'est réussir à servir la chorégraphie et le propos. Raconter justement cette histoire, mais via des corps. Donc, je dirais que éclairer de la danse, c'est pas éclairer un concert. C'est vraiment différent, c'est pas les mêmes codes, et évidemment, on ne raconte pas... Et alors, comment tu prends en compte les besoins et les exigences des chorégraphes et des danseurs ? Eh bien justement, on va parler argent. c'est le moment. Évidemment, c'est aussi en fonction des moyens à disposition. Voilà, il y a aussi les contraintes du lieu. Donc voilà, qu'est-ce qui est possible ou non de faire par rapport au lieu où on fait la création. Et c'est, voilà, comme je te l'ai dit, financièrement, parce que forcément, si on a les dernières machines en lumière, ou des choses plus traditionnelles, on va pas faire les mêmes choses. On peut pas... Une lumière traditionnelle, par exemple, c'est des projecteurs où c'est juste le dimmer, donc quelque part c'est un peu allumer-éteindre en faisant bouger juste une intensité lumineuse, alors que par exemple un automatique, on va pouvoir donner des directions, donner une couleur, peut-être même si c'est un spot, mettre un gobo dedans, donc une forme, le faire tourner. Enfin, c'est vraiment en fonction des moyens qu'on a à disposition. Ouais, pour apporter ensuite des effets visuels, mettre en avant un danseur sur scène ou une pièce, définir des espaces, créer des atmosphères, des éclairages peut-être un peu plus chauds, un peu plus doux. Exactement. Encore une fois, c'est raconter qu'est-ce que le chorégraphe a voulu raconter et faire en sorte de donner une dimension à ça, donner un cadre quelque part aussi. Et pour donner une dimension et un cadre à sa pièce chorégraphique, quelles techniques et outils utilises-tu pour assurer la fluidité et la précision des mouvements scéniques ? Ça peut être par exemple, si on a un régisseur de scène, ça va être de donner des tops. Donc c'est quelqu'un qui a une partition, et qui va donner justement les effets. Donc ça peut être des mouvements sur scène, ça peut être des mouvements lumineux, ça peut être aussi des effets sonores. Et tout ça, en fait, ça contribue justement à la fluidité du spectacle. Par exemple, à la console, évidemment, si c'est un spectacle que j'ai encodé, donc que j'ai enregistré dans ma console, je vais faire des moments de montée, des moments de descente de certains projecteurs. Donc ça va vraiment apporter de la douceur, c'est l'atmosphère. Une atmosphère, voilà. Après, il y a des choses que je peux faire aussi qu'on peut faire aussi en fonction du rythme qu'on va peut-être faire à un certain moment, parce que le danseur il va faire un mouvement à un moment, mais demain il va peut-être pas le faire exactement au même moment, mais c'est un effet qui est important, et donc on va se caler par exemple sur le danseur et pas juste sur la musique, ou voilà, ça reste quelque chose de vivant. Et donc, il faut réussir à s'adapter. Oui, donc tu contribues clairement à l'expérience artistique et émotionnelle aussi du public dans un spectacle de danse. Tout à fait. Ton rôle est hyper important. Puis au-delà de l'expérience artistique et émotionnelle, s'il n'y a pas de lumière, on ne nous voit pas. Voilà. Déjà de base, tout est dit. Sans vous, on n'existerait pas sur scène. Comment tu veilles à la cohérence et à l'harmonie entre les différents éléments du spectacle ? La lumière, le son, les costumes, la scénographie, avec le metteur en scène aussi peut-être ? Justement, en fait, je m'assure que ce qui a été vu avec la mise en scène soit bien appliqué dans le spectacle. Voilà. Donc, Et quand il n'y a pas, justement, tout à l'heure on parlait de budget, quand il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas de metteur en scène ou d'éclairagiste ou d'autres métiers auxquels tu as besoin, c'est toi qui du coup prends un peu cette responsabilité. Qui peut prendre le lead, oui, tout à fait. Par exemple, en régie lumière, normalement, on a, par exemple, si je prends l'exemple de l'opéra, en opéra, on a un pupitreur et on a un éclairagiste. Et l'éclairagiste, c'est lui qui crée les lumières.
donc qui décide justement des ambiances, etc., des axes des projecteurs. Et le pupitreur, lui, il enregistre. Et après, pendant le spectacle, c'est lui qui va restituer le spectacle en lumière. Alors que, par exemple, sur des projets peut-être un peu plus petits ou avec moins de budget, le régisseur lumière, il va avoir le rôle aussi d'éclairagiste. C'est souvent le cas pour des compagnies, ou que ce soit de théâtre ou de danse, ou même parfois à concert. Hein. C'est lui qui va décider, avec l'artiste, donc par exemple le chanteur ou le chorégraphe de la compagnie de danse, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, et lui il va faire ce rôle-là. Donc il aura plus finalement de casquettes pour un seul poste. Eh bien écoute Émilie, l'épisode touche bientôt à sa fin. Pour terminer, quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient devenir régisseurs, régisseuses? Tout à l'heure on parlait justement des qualités et des compétences à développer pour réussir dans ce domaine. Est-ce que tu pourrais peut-être nous redonner des petits conseils pour que... Avec plaisir. En tout cas, je vais donner ceux que j'aurais aimé qu'on me donne. Yes. Voilà, après, je ne sais pas si ce sera les bons, mais en tout cas... Je pense que si tu as l'expérience, c'est que ce seront les bons. Oh, c'est gentil. En tout cas, je dirais de rester curieux. C'est très important de vraiment rester ouvert et essayer d'apprendre un maximum de choses différentes. Et de ne pas hésiter à aller voir justement d'autres régisseurs travailler, leur demander des conseils, même aller voir des techniciens. Voilà, si par exemple on veut devenir régisseur mais qu'on veut comprendre comment fonctionnent les différents rouages pour que le spectacle se déroule bien, c'est d'aller voir les techniciens. Et les techniciens, souvent, ils seront ravis de justement qu'on leur apporte de l'attention et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils font. Et moi, à chaque fois que je l'ai fait, moi après je suis plus dans ce milieu-là, que je suis pas artiste, je veux dire, je suis plus dans la technique. Mais on m'a toujours ouvert les bras. En tout cas, c'était toujours avec le sourire. Et au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de transmission. Les gens ont beaucoup de transmission à donner. C'est important de transmettre l'apprentissage aussi. Et c'est faire vivre ton métier, qui, je le rappelle, sans toi, on ne serait pas grand-chose finalement. Et je reviens aussi sur un point important, parce que si on a envie de se lancer dans ce métier, quelles seraient les formations et les parcours possibles ? Comme je l'ai dit juste avant, on peut se former sur le terrain, donc en allant voir des personnes qui font ces métiers-là. Je dirais aussi en cherchant parfois dans des livres, parce qu'il y a aussi des ouvrages qui existent sur les métiers de la technique. On peut avoir aussi des centres de formation. Il y a beaucoup de centres de formation comme le CFPTS, où là, c'est pas des formations longues comme j'ai pu faire, qui durent plusieurs années. Hein. C'est des modules d'1 ou 2 semaines. Après, peut y avoir des modules plus longs en fonction évidemment de la complexité du poste, où ça peut être 6 mois ou 1 an. Et justement, pour financer ces différents projets, il y a l'AFDAS, donc c'est un centre de financement pour les intermittents. Donc il faut les contacter afin de savoir jusqu'à quelle hauteur ils peuvent financer vos projets. Je pense que je ferai un épisode sur l'AFDAS, que ça peut être intéressant justement. Et j'avais encore finalement 2-3 petites questions avant la fin de cet épisode. Toi, quel est ton regard sur l'avenir du spectacle vivant et de la danse ? Quels sont les enjeux et les défis auxquels ce secteur est confronté ? Moi, je dirais que on va de plus en plus retrouver de la technologie au sein même du spectacle, c'est-à-dire que finalement la technologie et fait aussi de l'artistique. Je ne sais pas comment expliquer. Je pourrais donner l'exemple de Adrien M et Claire B, si je ne me trompe pas, qui, eux, le font déjà, où justement, je me souviens d'un spectacle où on peut voir une danseuse qui danse avec une vidéoprojection sur elle, et ça suit vraiment ses mouvements, et en fait, c'est lié à une technologie particulière. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur ce spectacle, donc je ne peux pas vous affirmer quelle technologie exactement est sur le spectacle, mais c'est lié justement à des capteurs, ou du moins peut-être même une caméra qui permet de suivre son mouvement, et donc de faire partie intégrante de l'expression du spectacle. Donc nous avons fait une petite pause dans l'interview, et on allait vérifier un petit peu nos sources sur YouTube. Ce sont bien Adrien M et Claire B qui ont des pièces qui s'intitulent Le mouvement de l'air et cinématique.
Et on peut également les retrouver à la Philharmonie de Paris, c'est ça? Oui, il y a une exposition qui s'appelle En Amour qui est actuellement à la Philharmonie de Paris. Donc je vous invite à y aller. C'est super. Quel dernier message voudrais-tu adresser aux amateurs de danse et de spectacle vivant? Je dirais de continuer à venir au spectacle. Surtout, lâchez rien. Continuez, parce que c'est aussi c'est grâce à vous qu'on arrive à en vivre. Et je dirais que s'il y a des personnes qui hésitent à se lancer, oui, ça fait très peur. Mais je pense que si c'est vraiment notre vocation, il faut essayer et rien lâcher, parce que le travail, ça paye toujours. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Émilie, pour tes mots. Je t'en Merci prie, avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Tout pareil. Vraiment, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci vraiment pour ton témoignage qui nous a apporté un éclairage précieux, petit jeu de mots avec la lumière, waouh, sur le métier de régisseuse. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Maïwen. Salut, à bientôt. À bientôt.